Galaxy Pop. Star Trek pour les nuls. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls, spécial comics. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de comic book. La dernière fois c'était déjà avec toi Thierry. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, ça va, très bien. Il fait un peu chaud même en Bourgogne, mais ça va. Voilà. Alors oui, on est en pleine canicule de notre été. Alors je sais pas si, je crois que t'es pas au courant Thierry, mais en fait cet épisode sortira tout début janvier, donc il fera froid lorsque les gens nous écouteront. Mais ça c'est bien, ça contextualise un peu. Peut-être que d'ailleurs ça va contextualiser aussi notre ressenti par rapport au comic book dont on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons un invité en la présence de Steve. Salut Steve, comment ça va ? Salut Rémi, salut Thierry et bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, vous écoutez bien. Bonsoir. Steve de Comic City, l'inverse évidemment, que vous avez entendu plusieurs fois sur les ondes de Galaxy Pop avec moi pour parler des Universal Monsters et qui était venu plusieurs fois sur Star Trek pour les nuls et pour une poignée de reviews. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait Q-Conflict ensemble. Ouais, on avait fait les aliens dans les reviews de films également. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié que tu étais là pour les aliens. Et, la fameuse émission Pourquoi le catch, c'est génial. Parce que c'est bien le Picard aussi. Et Picard, pourquoi Picard, c'est pas génial. Et ce soir, on se retrouve parce que ça fait un moment qu'on a des comics Star Trek, évidemment, toujours plus ou moins les mêmes séries, plus ou moins les trucs. Mais là, je sais pas ce qui se passe cette année 2023. On nous balance des nouvelles séries dans tous les sens. On a eu, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai à la maison, une série comic book Lower Decks. On a un truc Picard, comment son nouveau vaisseau là Stargazer. Le Stargazer. Non. Il s'appelle Stargazer le comic book. Ah oui, c'est ça. Oui, non, il s'appelle Stargazer le comic book. Ah, je sais plus. Ouais. Où il s'appelle le nouveau nom de cette nouvelle série. Non, je crois bien que c'est Stargazer, je vérifie. Ouais, c'est ça. Legacy, je crois que c'est Star Trek Legacy. Avec Seven of Nine. Je sais plus, bon, Thierry va nous le dire. Et on a un super comic book, enfin j'espère, qui va arriver, qui s'appelle Résurgence, avec l'équipage du jeu vidéo Résurgence. Donc ça, celui-là pour le coup, c'est celui pour lequel j'éprouve le plus d'attente. Bon bref, voilà. Et tout en continuant d'avoir quelques séries par-ci par-là, des one-shots. Plus rien de chez Discovery, c'est fini. Discovery, ils ont abandonné. Ils laissent tomber. On verra. On a un Strange New World qui va sortir bientôt aussi. C'est bien Star Trek Picard Stargazer, la série qui est sortie en 2022. C'est ça, Stargazer. Ok, pardon. D'accord, mais Stargazer, c'était son premier, le premier vaisseau dont il a été capitaine. Ouais. Et là, c'est une mini, ça doit être... Ça se passe après Picard. Ouais, mais tu sais, ça doit être plein de nostalgie. Hein. Ouais, ça se passe pendant Picard et c'est visuellement très particulier, par contre. Ah. Et ce soir... Par contre, j'ai un élément de réponse, si tu veux, pour pourquoi il y a autant de comics Star Trek. Ah oui. Tout simplement parce que, alors déjà, il y a pas mal d'activités autour des séries télé, première chose, donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud quand on fait du comic de licence. Et surtout, actuellement, IDW a perdu pas mal de licences et donc vont pousser au maximum celles qui leur restent. Ils ont perdu notamment tout ce qui est licence Transformers, tout ce qui est licence G.I. Joe, en fait tout ce qui est Hasbro, ils l'ont perdu. Et donc, ça leur fait un gros trou dans leur catalogue, donc ils poussent au maximum les autres licences qui leur restent. Waouh. Et mais du coup, plus de nouveaux Star Trek Transformers alors. Non, puisque c'est Image qui le récupère. Et c'est la boîte à Kirkman qui s'en occupe.
toi qui connais Moi qui rêvais d'un crossover une suite. Transformers My Little Pony, je peux oublier aussi. Il y en a eu un, non? Il n'y en a pas eu un? Non, il y a eu. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a eu Transformers Star Trek, il y a eu Transformers My Little Pony. Donc, oui, c'est ça. Oui, Et moi, je voulais ouais. dire, je voulais un Star Trek My Little Pony. Bah, Surtout que pas. les deux univers sont extrêmement liés. On a très souvent des petites blagues dans My Little Pony sur Star Trek. Techniquement, je crois que ça reste possible. Hein. My Little Pony est toujours chez IDW. À ma connaissance, en tout cas. On voit leur ouais, surtout que dans les comics My Little Pony, il y a déjà eu un truc qui était presque un crossover Star Trek, dans le sens où il y a eu 2 planches où elle faisait du Star Trek, quoi. C'était dans un vaisseau qui ressemble à l'Enterprise et tout. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, tu balances Q, là, et je sais plus comment il s'appelle, son équivalent dans Poney. Mais oui, qui est doublé par John Delancey. Voilà, Discord. il y a moyen. Mais du coup, Steve, vu que tu connais la personne, ça va changer quelque chose au droit de Vestron en publication, puisque... Alors là, c'est la bonne question. Il y a de fortes chances que ça atterrisse chez Delcourt. Puisque Delcourt a grosso modo une espèce d'exclusivité, en tout cas un accord commercial avec, en tout cas de ce que je sais, hein. Ils ont un accord avec Delcourt pour leur proposer tout ce qui vient de chez Skybound, hein, donc l'imprint, le sous-label grosso modo de Kirkman, ils les proposent en priorité à Delcourt. Après, si Delcourt n'en veut pas, rien ne les empêche de publier ça ailleurs. Mais il se peut que ce soit Delcourt et que Vestron perde la licence. On n'est pas encore trop sûr. J'ai pas vraiment vu de communiqué officiel par rapport à cela pour le moment. J'aimerais bien que non, parce que moi j'aime beaucoup Vestron et j'aime bien ce qu'il fait. Je sais pas comment il s'appelle. C'est très cool, j'aime bien. Alors après, pour les Star Trek, ça changera peut-être pas grand-chose, mais c'est pour tous les produits Transformers, G.I. Joe, tout ça, tout ce qui va atterrir chez Image, en tout cas, il y a des chances que ça passe maintenant chez Delcourt. Et surtout que je suppose que chez Vestron, ça doit être le gros des ventes, ça doit être G.I. Joe et Transformers. Peut-être quand il a du Godzilla et du Power Ranger. Ça, c'est assez excellent. Bon, bref, ce soir, on est là pour se retrouver, pour parler de la première partie de la toute nouvelle série Star Trek, qui me semble s'intitule comme ça, Star Trek tout court. Ouais. Si je ne m'abuse. Oui. Voyant à nouveau le retour d'un ancien grand capitaine, mais on va y venir dans quelques secondes, l'assemblage d'un nouvel équipage, pas si nouveau que ça, mais on va voir ça dans quelques secondes. On va parler du premier arc qui a été publié en TPB sous le nom de Godshock, donc un arc en 6. Première chose déjà, vous qui avez la caméra, je me suis planté dans ma commande. C'est pour ça qu'il faut commander. J'ai fait un hardcover et pas un TPB. Je me suis trompé. J'ai pas fait gaffe. C'est pour ça qu'il faut commander vos livres chez Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Il vous attrape les bons formats que vous voulez. Bon, bref. Tu n'aimes pas les hardcovers ? Je préfère les TPB. Je préfère quand c'est souple, quand c'est mou. Je l'amène en vacances. Là, je suis parti en vacances. Il a pris vachement de place dans mon sac. Ouais. Je suis habitué à hardcover pour le franco-belge et les intégrales ou les trucs comme ça, les gros formats un peu trucs. Mais je sais pas, j'aime bien le TPB. Moi, c'est un format que j'aime bien. Bon, je suis assez d'accord avec toi. Ça prend moins de place sur les étagères aussi. Oui, ma pauvre Billy, elle va s'effondrer à cause de celui-là. Et donc, à l'équipe technique de ce bouquin qui est très, 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 très beau. On a au dessin, on a deux personnes sur ces six trucs. On a Ramon Rosanna et Oleg Chudakov, et colorisé par Joe Yesma et Eric Tamayo. C'est pas sur les mêmes exactement à chaque fois, ça s'enchaîne. Il y en a un qui en fait 1, puis 3 et 6, et il y en a un qui fait 2 et 4, et puis un qui fait 5, puis il y en a un qui fait 3. Non, c'est pas les coloristes, je me suis trompé complètement. Donc les artistes purs et durs, Ramon Rosanna, Joey Yesma, Oleg Chudakov et Eric Tamayo, et coloriste, là pour le tout, on en a que 2, Lee Lourage et Clayton Cowles. Je prononce très mal, Clayton Cole, c'est juste le lettreur en fait. Lettreur, ouais, c'est marqué. Désolé, je suis. Il fait tellement chaud que Rémi a oublié comment lire. Je suis un peu naze, désolé. Et
Tout cela est mené par 2 personnes que je ne connais pas, ou du moins dont je n'ai pas le souvenir d'avoir lu, leur nom, lié à Star Trek. Alors j'ai pas recherché dans mes comic books, mais Colin Kelly et Jackson Lansing. Vous connaissiez toute cette équipe ou pas? Non? Oui, et je Ouais. pense que toi aussi, en fait, puisqu'ils ont écrit sur Star Trek Year 5. D'accord. Ah bon? C'était pas les frères Oui. Tipton, sur Year 5? Non. Pas toujours. OK. Non, c'est Lanzig et Kelly qui ont lancé la série. Alors après, ils ont eu quelques numéros où ils n'étaient pas. Il y avait Jodie Hauser, par exemple, qui avait fait un numéro par-ci par-là, mais c'est eux qui ont écrit la majorité de la série. OK. OK. Bon, bah, Ils avaient déjà travaillé un petit peu chez DC auparavant, notamment sur du Green Arrow, malheureusement pas très longtemps, et ils sont actuellement en train de finir un run sur Captain America chez Marvel, pendant qu'ils ont repris la série là, Guardians of the Galaxy très récemment. D'accord, ouais, donc ils aiment bien le spatial, quoi. Ouais, c'est grosso modo, c'est les nouveaux DNA, donc Dan Abnett et Andy Lanning. Ils sont très souvent comparés, parce qu'ils écrivent aussi en duo, et ils sont assez fréquemment comparés à ce duo emblématique de l'univers cosmique chez Marvel. D'accord. OK. Bah écoute, OK, c'est cool, parce que si j'ai beaucoup de réserves sur l'histoire en elle-même, je trouve que la continuité, le racontage, l'histoire, comme elle se déroule, c'est narration. plutôt la narration, merci, c'est plutôt bien mené. Il fait 42 degrés, je vous emmerde. C'est plutôt bien mené. Visuellement, pareil, bon, évidemment, vu qu'on change d'artiste à chaque presque issue, sauf un qui en fait 3, c'est pas forcément toujours égal, hein, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Ouais, moi je dirais que c'est dans la moyenne haute des comics Star Trek. On a vu bien pire et on a vu mieux, mais bah, ouais, c'est dans la moyenne haute, je dirais. Il y a des fois où je suis au niveau on va dire de la technique de dessin, j'ai rien à dire. Il y a parfois au niveau de la mise en scène que j'ai des petits reproches. Ah ouais? Mais bon, on verra. Bah, Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, je vais pinailler un petit peu, mais non, mais au contraire, bah, tant qu'on parle du visuel, au contraire, si tu veux en parler de ça maintenant, au contraire, c'est bon. Bah, je reviendrai plus en détail dessus, mais dans le comment on dit, le prélude, enfin, l'espèce de comics teaser là qu'il y avait avec Gary Mitchell, À l'ouverture, ouais. voilà, qui provient lui du numéro du 400e numéro Star Trek de LDW, qui était un numéro anniversaire. Il y a à un moment donné, il y a une page, je sais plus si c'est une double page ou si c'est une page pleine sur l'œil de Gary Mitchell, et puis on voit t'es dessus là. On voit des personnages dans la pupille et puis des vaisseaux dans le blanc des yeux, avec le logo de Starfleet au centre. Je reviendrai dessus plus tard, je pense, mais ça n'a. Enfin, c'est très joli, mais en termes de mise en scène, ça n'a aucun putain de sens. Et après, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la première apparition de Worf sur Chronos et la première apparition de Kales. Ouais. Kales, moi, je l'ai pas reconnu sur le coup. En fait, c'est. En gros, la contre-plongée, c'est vachement bien pour iconiser des personnages, sauf que si tu le fais 2 fois de suite, avec dans les 2 cas en plus une contre-plongée de face, ça perd un peu de son efficacité, quoi. Et du coup, ça faisait un peu redite, et j'ai trouvé ça un peu ridicule, du coup. Sachant qu'il y a d'autres moyens d'iconiser les personnages si tu veux le faire, quoi. Oui, pendant qu'un chien dans la rue aboie, désolé. Ouais. Mais tous les Klingons, en fait, sont tout le temps prêts en contre-plongée. J'ai pas reconnu Worf, j'ai pas reconnu Kales, sauf quand j'ai commencé à lire le texte. Et la deuxième apparition de Kales, plus tard, je l'ai pas reconnu non plus. Ah ouais. Le deuxième coup, je me suis dit c'est qui? Et tout le monde était là, oh mon Dieu! Et je me suis dit, bon, ok. Mais bon, bref. Pour la partie graphique, ça t'a plu, Steve?
Hormis l'épisode 3, donc, qui est dessiné par Joe Eisma, où je suis vraiment pas fan de son style, en tout cas pas sur du Star Trek. Joe Eisma, sur du comics indé, ça passe, mais pas sur du Star Trek. Je trouve que principalement Ramon Rosanas, qui est celui qui en fait le plus, ça colle. Je reconnais les personnages sans trop avoir à me forcer. Pour moi, pour un comic de licence, j'en attends pas plus en fait. À partir du moment où je reconnais les personnages, alors plus beau, ce serait mieux, bien sûr. Mais à partir du moment où je reconnais les personnages tout de suite, ça me suffit, c'est tout ce que j'attends d'un comic de licence. Ils ont du mal avec Crusher, avec Beverly Crusher. C'est chaque page, la ça plus varie. compliquée. Mais C'est la moi, plus ça, compliquée. Ouais. c'est un des trucs que je reproche à chaque fois qu'on parle de comic book. Je le reproche, je dis, mais arrêtez d'essayer de faire coller. C'est bon, vous faites un homme noir chauve avec un bouc, on sait que c'est Cisco. On est dans du Star Trek. Tom Paris, comment tu veux dessiner Tom Paris? Il ressemble à rien déjà en tant que personne, en tant qu'acteur, il n'est pas particulièrement marquant. Oh, Non, non, mais... Ah, ça c'était gratos, il l'a pris en pleine tête celui-là. Je pense qu'il s'en fout. Non, mais dans le sens où il Ouais, parle est français, pas, mais bon. il a pas, vous voyez, il a pas Il n'y a rien de marquant, oui. de particulièrement. Du coup, il se ressemble jamais lui-même à chaque page. Donc il y a des moments, heureusement, il est toujours dessiné en train de piloter le vaisseau. Mais bon, voilà, c'est un truc que je reproche toujours aux artistes derrière Star Trek. Arrêtez de vous prendre la tête. On sait on sait reconnaître Picard, on sait reconnaître Sulu. Arrêtez d'essayer de faire coller le trait exactement. Ça n'a pas tant d'importance que ça. Faites un beau dessin. Et voilà, ça c'était un des points positifs de la deuxième série Star Trek 2009. Là, je sais plus comment elle s'appelle, que j'aimais bien. Bon, bref, voilà. Niveau histoire, niveau histoire, on voit, alors on a on voit le grand retour de Cisco sur Deep Space Nine, parce que ça avait été promis à la fin de la saison 7 de Deep Space Nine. On nous avait dit, le Cisco, il reviendra. On savait pas comment, on savait pas quand, machin. Et bien, ça y est, on est 3 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Et Cisco, il revient. Il revient pourquoi? Parce que dans l'univers, les êtres omnipotents, extrêmement puissants, on parlait de Gary Mitchell il y a 5 minutes, les entités cristallines, tous ces trucs qui sont, de notre point de vue d'œil humain classique, comparables à des dieux, sont tués les uns après les autres. Les uns les unes après les autres. Et du coup, les prophètes renvoient Cisco dans son rôle, ça fait le prophète rôle, et il vient pour empêcher le déicide de l'univers. Si tu penses que ta vanne est passée inaperçue, non, c'est pas le cas. J'en suis super fier de ma vanne. Les profiteroles, pour les rares personnes qui n'ont pas dû comprendre. Ils ont des rôles, quoi. Et du coup, Cisco débarque et ça y est, c'est parti. C'est le démarrage de sa mission et c'est la foire à la nostalgie. La première chose qu'il fait, il va voir Picard. Il lui dit, il me faut un vaisseau, un équipage. Picard, il lui dit non. Il lui dit si. Du coup, Picard, il lui donne un vaisseau, le Théséus, qu'on avait déjà entendu parler, non, Thierry? Non, jamais. On n'avait jamais entendu parler. Je peux pas te le garantir à 100%, mais je pense que ça me dirait quelque chose. Quand même. Il lui donne le Théséus, il lui donne Data, quelques infos. Il lui donne dedans. Il y a une page qui te donne les infos sur le Ça, c'est super cool. Ça, il y a très souvent des entrepages avec des infos. Alors, ça peut être du système, ça peut être des journaux de bord, ça peut être des rapports, des trucs comme ça. Ça, c'est entrecoupé assez coolement. Et on a la montée de cet équipage très... moi, voilà, c'est ma principale critique de ce comic book, c'est la nostalgie permanente qui règne. Et ça m'agace un peu parce que j'avais beaucoup d'espoir sur justement un retour de Cisco qui serait différent, avec un équipage différent. Mais non, on a Data en tant que premier officier. Ça, c'est assez cool de le voir en premier officier, mais bon, on a Data. On a Crusher qui débarque en tant que médecin.
On a le capitaine Scotty, et oui, parce que Scotty est toujours vivant à l'RTNG, faut pas l'oublier, hein, qui débarque. On a Tom Paris, qui n'a rien à foutre là, mais qui est là. On nous cite Bellana Torres très souvent. Puis arrive Worf, je sais plus, toutes les 3 pages, tu as une référence à un truc. Oui, bah, il y a le clan de Calès, tout ça. Voilà. Il y a, il y a une Andorienne qui est un nouveau personnage, mais dont son nom de famille c'est Sato. Oui. Donc, est-ce que peut-être plus tard dans la série Ongoing, on va pas nous révéler que en fait c'est une descendante d'Oshi Sato? C'est tout à fait possible s'il y a Alors, 2-3 Andoriens dans la généalogie. il y a déjà Cisco qui parle de ces 2 pères hein, dès l'apparition. Donc il y a Oui. des chances qu'elle soit liée, oui. Surtout qu'elle est, elle aussi, officier de communication et traductrice. Voilà. Et c'est dommage parce que justement, ça tombe bien que tu parles de cette Andorienne. Il y a un Andorien et un Vulcain qui sont créés dans cette série et qui, pour le coup, moi, ils m'intéressent. Si on oublie, moi je suis passé à côté du fait qu'elle s'appelait Sato et qu'elle avait peut-être un lien, parce que c'est pas, à part son nom, il n'y a rien qui est teasé là-dessus. Et le Vulcain dont je n'arrive pas à retrouver le Télir, qui est le Vulcain scientifique. Alors 2-3 fois on le compare à Spock, mais on voit bien que c'est pas la même personnalité. D'ailleurs, il y a... C'est surtout Scott qui le compare à Spock à chaque fois. Hein. Voilà. Et il y a un petit mystère autour de lui qu'on va aborder dans quelques minutes. Mais c'est dommage. Et puis, il y a un 3e mec sur le pont que je n'arrive pas à retrouver. Là, je suis en train de feuilleter le bouquin. Il y a une espèce de natif américain avec des tresses et des plumes qui pendent. Ah, il y a Q, évidemment, qui revient. Alexander Bon, ça, aussi. Ah oui, Alexander Rojenchko. Pendant que tu cherches, je vais réagir un petit peu sur le fait de la nostalgie. C'est un truc qui de base me gênait pas forcément dans les comics. Enfin, j'ai toujours, voilà, j'aurais toujours, je préfère toujours quand on s'oriente vers des nouveautés, des nouveaux personnages, etc. Je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur le recueil Aliens, qui était absolument génial à ce niveau-là. Mais en fait, quand on avait parlé de The Q's Conflict, je crois pas que j'avais râlé là-dessus. Peut-être que si, remarque, hein, c'est possible, hein, me connaissant, mais bon. C'était quand même un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on allait prendre tous les vieux de la vieille, là, toutes les vieilles icônes, on allait les rassembler avec, faire un gros crossover, et puis c'est parti, quoi. C'était pas le même sens dans Q-Conflict. Oui, Le Q-Conflict, aussi... tu sais, tu peux... Attends, juste, excuse-moi. Tu peux le comparer à tiens, vu qu'on parlait de Universal Monsters, tu peux parler du film... Van Helsing. Tu vois, tu dis, c'est qui le meilleur entre Dracula et la momie et le loup-garou, hein, c'est qui le meilleur s'ils font la baston. Et bien là, Q-Conflict, c'était un peu ça, c'est qui le meilleur capitaine, c'est qui le meilleur number one. Il y avait un petit côté fun, rigolo là-dessus, je trouve. Mais bon, oui. ouais, continue. Et après, voilà, en fait, disons que ce Conflict aussi, c'était sorti en 2019, je crois. Oui. Et entre-temps, on a passé un cap dans le Star Trek télévisuel, on va dire. Tout à fait. Sur la nostalgie, il y en avait déjà beaucoup. Mais là, on a avec la Picard saison 3 en particulier, on a atteint une espèce de summum, j'espère indépassable, où ça a vraiment poussé le truc à fond, tous les potards à 11 sur le nostalgia porn. Et finalement, là où je trouvais ça fun dans les comics, de reprendre les persos des vieilles séries pour faire m'amuse avec, vu que c'est exactement ce que fait le Star Trek audiovisuel, c'est plus vraiment une spécificité du comics. Et là où pendant une période on avait un peu les séries qui essayaient de faire un truc un peu construit et d'agrandir l'univers, et les comics qui faisaient mumuse avec l'univers, un peu en mode bac à sable, on a des trucs, on va mélanger pour voir ce que ça donne. Vu que les séries font ça, c'est-à-dire font ce que faisaient les comics avant, finalement ça devient presque redondant les comics. Et donc là, en lisant ce truc-là, j'ai eu l'impression qu'on me retartinait du nostalgia porn sur la gueule. Ce qui m'aurait peut-être pas fait ça s'il était sorti en 2019 ou
Ou avant. Exactement, il y a 3 ans. J'ai pensé exactement la même chose. Ça me faisait chier d'être blasé à cause de cette nostalgie. Alors que, on parlait d'Year 5 il y a 5 minutes. Year 5, j'adore les lire. Alors que Year 5, pour les coups, c'est du TOS. On est dans la cinquième année de voyage de TOS. Bon, après, c'est pas écrit de manière nostalgique, donc c'est pas la même chose. Mais ça t'a marqué, toi, Steve, ça? Ou ça, tu l'as pas vu, t'es passé à côté? Alors, moi, justement, j'ai l'avis totalement inverse de vous. Et je pense savoir pourquoi. Parce que moi, tous les produits Star Trek audiovisuels, j'ai arrêté. J'ai décidé de me sevrer. Ah bah c'est bien pratique. J'ai décidé d'arrêter de me rendre malade avec, puisqu'il n'y a rien qui me plaît. En fait, là, j'ai ma dose, justement, ce que vous avez avec les séries, ce que moi, je n'ai plus parce qu'elles ne m'intéressent plus, bah là, je l'ai, en fait. Et ça me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. Il y a ce côté Avengers, alors, équipe B, hein. Équipe B Avengers, parce que, on va dire ce qu'on veut, j'adore Deep Space Nine, mais Cisco, c'est un bicapitaine face à Picard. C'est ça le Dans- problème, c'est que Picard dans- a mis la barre tellement haute qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à sa cheville. Oui, voilà, Je dans l'inconscient d'accord. collectif, quoi. T'es pas Non, d'accord? mais je parle dans l'inconscient collectif, en fait. Les gens vont d'abord penser à Picard avant de penser à Cisco. Et justement, je trouve ça très intéressant d'avoir été le chercher lui, comme capitaine. Oui. Avoir D'ailleurs, été chercher Data, avoir été chercher Crusher. Il y a ce côté, ça va être méchant dit comme ça, mais Avengers du pauvre, quoi. Ou ce petit côté West Coast Avengers pour les vieilles séries Marvel. Enfin, équipe B, quoi. Équipe B, mais pas inintéressante pour autant, en fait. Tu voulais dire quelque chose, Rémi, du coup? non, mais c'est totalement ça. De toute façon, clairement, si tu connais pas les personnages, tu connais pas. Enfin, je pense pas que. Pardon, j'ai mute sans faire exprès. Je pense pas que qui que ce soit qui ne connaisse pas Star Trek puisse commencer par ce bouquin, parce que première page, c'est qui ce mec qui flotte tout seul dans l'espace? C'est Gary Mitchell. Si t'as pas vu TOS, tu sais pas qui c'est. Les entités cristallines, si t'as pas vu TNG, tu sais pas qui c'est. Q, pareil, etc., etc. Il y a plein de moments où je pense que c'est chaud, quoi. Et c'est Ah bah, exactement ça qui me plaît, c'est que c'est une série pour les fans. Ah Ouais. oui, ça c'est sûr, c'est totalement pour les fans. Ouais. C'est pas une série pour les newbies. Et c'est très bien d'avoir des nouveaux arrivants dans la franchise qui s'y intéressent. Mais c'est bien aussi de récompenser les gens qui connaissent un peu. Mm. Ça fait plaisir. Alors, il y a peut-être ce côté un peu justement nostalgie à porn, mais moi, ça me convient parce que, comme tous les autres produits, ne me plaisent pas. Et l'autre chose, c'est que ça se passe après. Moi, c'est ce que j'attends, en fait. J'en ai oui. marre des séries passéistes. C'est un bon point. Year 5 était très bien. J'ai beaucoup aimé Year 5 et j'aime beaucoup de toute façon l'écriture de Lansing et Kelly. Et j'aime beaucoup surtout leur sens du dialogue. Mais Year 5, c'est du passé. Les séries actuelles comme Strange Worlds, c'est du passé. Picard, ça n'existe pas. Donc, moi, je fais le choix dans ma réalité. Voilà, c'est la mienne, je fais ce que je veux. Non, mais c'est Ça totalement n'existe vrai pas. ce que tu dis. Dans le Steveverse, Et en fait, Discovery, c'est du passé aussi. c'est ça. Et en fait, j'ai le sentiment que, alors oui, ça rentrera pas forcément dans le canon, ce qu'on appelle le vrai canon de Star Trek, mais pour moi, ça fait avancer l'univers. Ça se passe 3 ans après la fin de la guerre du Dominion. Ben Ouais. voilà, j'ai ce que je veux. Alors oui, il y a des personnages qui me plaisent. Là où, pour moi, c'est un peu difficile de m'arrêter là, c'est que j'ai lu la suite, j'ai lu ce qui vient après, et ça va loin. Ça va très Ça va bien. loin. Ah, ça Ouais, continue très bien, en fait. Ça se diversifie, ça s'augmente. Il y a une deuxième série qui arrive en parallèle. Actuellement, il y a un crossover entre les deux séries. Et ouais, et c'est super bien. Et ils vont chercher des personnages connus, certes, mais j'ai envie de les voir interagir les uns avec les autres, ce qu'on n'a pas forcément vu dans les séries. Et en fait, ça me plaît. Et justement, ce côté nostalgia porn que vous reprochez, et je le comprends tout à fait, et je l'entends, et je suis d'un côté vachement d'accord avec vous, mais moi, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce dont j'avais envie, en fait. Donc, je l'accepte beaucoup plus facilement, et au contraire, pour moi, ça en fait une force. Voilà, justement. Ouais, c'est tout à fait légitime. Hein. Moi, je trouve que là, dans ce comics en particulier, ça s'accompagne d'un autre problème qui me gêne un peu. C'est vraiment le côté. Après, c'est typique des univers de super-héros. Mais là, enfin, je sais pas, là, c'était vraiment trop abusé. Je trouvais le C'est côté. démesuré.
l'univers, non, alors c'est démesuré dans les enjeux, mais l'univers est minuscule. C'est-à-dire que Ça, c'est dommage. tous les persos cultes des séries Star Trek, ils se connaissent tous, ils sont tous à portée de main, ils se croisent par hasard. Enfin, je trouve ça complètement. Voilà, ça donne l'impression vraiment d'un monde miniature. Ce qui est pas forcément gênant dans les comics de super-héros parce que ça fait partie comment dire, du mythe des super-héros. Et puis bon, la plupart ils sont tous liés à la Terre ou sur Terre. Enfin, peut-être pas dans le. Oui, dans le cas de Marvel, ils sont beaucoup tous à New York, donc c'est plus simple de se croiser, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est une galaxie, quoi. La Donc, 36e et de la 43. ça me gêne un peu plus. Je comprends, je suis d'accord. Ouais. Et par exemple, dans The Q Conflict, ils avaient trouvé une astuce pour expliquer que tous ces personnages se retrouvent au même endroit, quoi. Rémi, Oui, tu voulais parler oui, non, désolé, je pensais que tu n'avais pas fini. Ben oui, mais dans The Q Conflict, tu avais justement tous ces dieux qui les avaient téléportés, tout simplement, il me semble. Par contre, donc, je disais, le concept de base, ben pour le coup, je le trouve assez cool, parce que justement, il permet de lier... Bonne nuit, mon fils. À demain. Désolé. Marcel s'est levé. Il fait tellement chaud, le pauvre, il a du mal à dormir. Bah oui, ça se comprend. Et du coup, je trouve ça assez cool parce que on a un lien. Ben, TOS, c'était quand même la série où tu avais des mains de l'espace qui attrapaient les trucs. Tu avais une fois sur deux, l'alien de la semaine, il était omnipotent et ultra puissant. Dans TNG, on l'avait moins, mais on en avait quelques-uns. Ouais, surtout dans les premières saisons, ça y était beaucoup quand même. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir ça sert un peu à lier toute cette nouvelle période. Eh bien, décidément, je suis vraiment désolé. À tes souhaits. Toute cette nouvelle période, donc TNG et TOS, parce que c'est quand même deux visions très différentes du space opéra. Ça revient. Je suis désolé, j'ai coupé mon micro. Et donc ça, j'aime bien. Et d'autant que, pour le coup, on parlait de nostalgie. Moi qui déteste la nostalgie, je me suis fait attraper pour un truc. C'est que j'ai arrêté les comic books style Marvel DC peu de temps après. Comment? Pas bien. Bah, écoutez. Non, mais je comprends. Il me faut faire des choix, en fait. Si j'avais les moyens et le temps, je lirais tout le temps. Soyons honnêtes, ça devient trop cher pour ce que c'est. Et du coup, un des derniers arcs que j'ai lu, c'était chez Thor, c'était le God Killer. Non, comment il s'appelle? Le Déicide, là. Oui, Et c'est ça. c'était super cool. J'aimais bien ce concept de cet enfant qui était dégoûté parce que ses parents avaient été tués par des dieux et je sais pas quoi. Et il se débrouille et il tue des dieux les uns après les autres. Gore the Butcher. Merci. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu cette vibe et je me suis dit, c'est chouette, on part dans ce concept-là. Parce que c'est vrai, tous ces êtres omnipotents qui pullulent l'univers de Star Trek, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'au bout d'un moment, ils sont nombreux, très nombreux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je trouve ça cool de faire un petit peu de ménage aussi. Ça permet d'en recréer d'autres un peu plus tard. Et voilà, surtout que le concept de base de qui est le God Killer dans God Shock est assez surprenant. Je vais vous laisser la parole parce que je vais quand même retourner coucher mon fils. Okay. À de suite. Bah, je vais réagir. Il pourra pas contre-argumenter comme ça, c'est bien. Sur l'idée, ouais, mais alors dans la pratique, je trouve que ça a aucun sens, justement. C'est un des reproches que j'ai à faire à ce comics. C'est que, au final, le God Killer, c'est quoi? C'est un vaisseau Klingon avec un super flingue qui tue les dieux. Et pour moi, ça n'a aucun sens que des êtres omnipotents puissent se faire avoir par un truc aussi minable, en fait. Genre, typiquement, les prophètes, ils sont atemporels. Ils pouvaient envoyer Cisco à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de l'espace-temps. Pourquoi il l'envoie pas au moment où Calès a été cloné à Borès? Il aurait donné un coup de pied dans une dans une éprouvette et c'était terminé. Il n'y avait plus de tueur de dieu.
Q, il arrive, il fait chier le vaisseau, il fait rien. Je crois pas, à moins que je l'ai loupé, il me semble pas qu'il donne une explication de pourquoi il fait rien. Probablement parce que ça l'amuse et qu'il sait qu'il fait rien, mais du coup, ça perd un peu de l'enjeu du truc qui tue les dieux. Et après, je veux dire, Gary Mitchell, il est capable de recombiner des galaxies. C'est pas un vaisseau Klingon qui va lui faire peur, même si l'arme du vaisseau de Calès est capable de le tuer. Il faudrait déjà que ça arrive à le toucher, quoi. Et c'est pareil pour la plupart des entités omnipotentes qu'il y a. Et finalement, dans l'histoire qu'on a là, principale, celle où on suit le fait qu'il arrive à tuer, enfin presque, à tuer une entité quasi divine, bah, elle est endormie, quoi, ce qui est bien pratique. Les entités cristallines, alors ça, il faudra que j'en reparle. Non, mais je vais en parler maintenant, tant que j'y suis peut-être. Oui, Non, oui, tu veux, faut je vais te maintenant, laisser ouais. réagir peut-être avant. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, en fait, je trouve la menace un peu grosse, pour être honnête. Ça fait partie des, on va dire, des deux reproches que j'ai, les deux principaux reproches que j'ai à cette série. C'est cette menace un peu grosse. Pour un premier arc, oui, il faut faire un bang, il faut partir sur un gros bang. Et effectivement, bah, quoi de plus dangereux que quelque chose qui est capable de tuer des entités considérées comme des dieux. Maintenant, même si le truc est surarmé, même si la technologie dépasse de très loin le vaisseau qui l'apporte, c'est un peu gros. On est d'accord. L'autre proche reviendra justement sur le personnage du Vulcain, où je suis moins fan de la façon dont les choses sont faites avec lui. Mais ouais, c'est un peu gros. Et effectivement, on se demande comment des entités qui sont soi-disant omnipotentes peuvent se laisser avoir aussi facilement, quoi. Péché d'orgueil, et encore. Ont-elles encore de l'orgueil? Sont-elles pas sur un autre plan d'existence, en fait? Ouais, et puis c'est même pas mis en scène, tu vois, ça serait mis en scène à la limite, voilà. Les entités cristallines, par exemple, il est hors champ le vaisseau quand il est détruit. Mais à la limite, les entités cristallines, ça me surprend moins qu'ils les détruisent. Ce qui me surprend plus, c'est pourquoi les personnages les considèrent comme des êtres quasi divins. Parce que l'entité cristalline, c'est juste une créature spatiale un peu bizarre. Mais genre dans l'épisode 4 de la saison 5 de TNG, l'Enterprise D détruit l'entité cristalline avec un flux continu de gravitons. Ça la fait entrer en résonance et paf, plus d'entité cristalline. Donc, si un vaisseau comme l'Enterprise D est capable de détruire une entité cristalline, je vois vraiment pas ce qu'il y a d'impressionnant à ce qu'un oiseau de proie Klingon du 24e siècle tout récent soit capable de le faire, quoi. Bah Alors, oui, c'est et oui, il est impressionnant parce détruit, que voilà. Même il le- en a détruit 100 en un shot. Ouais, mais c'est pas si Et, impressionnant que ça, tu vois ce que je veux et dire? le geste en lui-même, c'est ça qui les choque aussi, hein. Crusher avait dit, on vient d'assister à un génocide. un génocide. Et moi, enfin, là, pour le coup, j'ai senti que c'était plus là-dessus que c'était axé. C'était, on détruit des vies particulièrement notables et uniques. Bah, Cisco, il les compare à des dieux, quoi. Oui, Donc, mais parce que Cisco, pour moi, ça n'a aucun sens de les comparer à des dieux. Surtout les entités cristallines. Autant, tu vois, les autres êtres quasi divins qu'on voit, ça a du sens. Autant les entités cristallines, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. quand il parle de ça, il est défini de par notre œil d'humain. Ouais, Il bah, ne dit pas même que à ce notre sont œil des d'humain. dieux. Même à Bah, notre si œil moi d'humain. demain je vois les entités cristallines et que si, je crois que Alors, le nôtre à nous du 21e siècle, peut-être pas. Mais ouais. je veux dire, Picard, il a jamais considéré l'entité cristalline comme un truc quasi divin. Les membres de l'équipage Enterprise D, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'aperçoivent. Hmm. Et encore une fois, c'est un machin que tu peux tuer juste avec un flux continu de graviton. N'importe quel vaisseau qui a un déflecteur peut faire ça. Surtout Donc que là, bon. le Theseus, ça reste quand même en plus un vaisseau expérimental avec quelques petits secrets. Donc, effectivement, même le Theseus, le vaisseau sur lequel il voyage, pourrait être en mesure de le faire aussi, je pense. Il y a un truc que je me souviens plus trop parce que j'ai pas le temps de les relire complètement. Je les ai lus moi, quand ils sont sortis, donc il y a quelques mois maintenant. Est-ce que les motivations de Calès derrière tout ça avaient été révélées ou pas? Oui et non. Il y a une ligne que j'ai notée parce que pareil, je trouve ça absurde. Oui, parce que si c'est bien ce que je pense, je trouve la motivation un peu légère. Voilà. En gros,
En gros, Calès, il dit au départ, il dit bon bah c'est genre là une traduction de mon peuple. C'est pas exactement ça, mais bon, c'est un peu l'idée quoi. C'est que voilà, il y a une, en fait, ça fait référence à une ligne dans un épisode de Deep Space Nine, Homefront dans la saison 4. Où Kira dit un truc du genre je suppose que vos dieux ne sont pas aussi cryptiques que les nôtres. Bon, je ne donne pas le contexte, mais c'était par rapport à un truc des prophètes qu'elle pigeait pas. Et Worf il répond nos dieux sont morts, les anciens Klingons les ont tués il y a un millénaire, ils causaient plus de problèmes que ce que Ils apportaient de bien. ouais voilà. Et, C'est ce qui était très drôle. Hein. Et oui, elle est géniale cette ligne de dialogue, c'est une de mes préférées de tout Star Trek. Ça me rappelle un petit peu Conan qui dit je prie Chrome, mais c'est un con, il répond jamais, ou je sais plus quoi. Et donc Calès il dit voilà, les anciens Klingons ont tué leur dieu, il dit Klingons killed their god, et il parle un peu après de son vaisseau comme étant un Ship of Righteous Vengeance, donc un vaisseau de vengeance de droit divin ou un truc comme ça, je sais pas. Et en fait, c'est tout ce qu'on a comme explication, en tout cas dans ce recueil. Et en fait, c'est vengeance de quoi? De la connaissance qu'on a, ils n'ont pas été emmerdés par des dieux, quoi. Donc, ils se vengent de quoi? Ça fait 1000 ans que qu'aucun dieu est venu les faire chier, donc ils n'ont aucune raison de se venger. Je sais pas, moi, les monarques, il faut tous leur couper la tête. Ouais, mais du coup, c'est pas de la vengeance. Même s'ils me font pas chier, on y va. J'ai peur de prendre un peu d'avance, mais grosso modo, même là où j'en suis, la motivation, elle est simple. Hein. C'est tuons les dieux pour qu'il n'en reste plus. Pour les remplacer, en fait. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens. Je sais pas, c'est Calès. Il veut être le seul... Ouais, mais tu dis pas je vais tuer les dieux pour devenir dieu. Enfin, si aucun dieu n'a le droit de citer, pourquoi toi, en fait? C'est peut-être une critique de la chrétienté. Ouais, ça fait un peu... à la limite, t'aurais pu faire un truc à la Bakounine, mais à ce moment-là, tu le justifies. C'est-à-dire, tu dis, voilà, je suis anti-autoritaire, ce qui peut pas marcher pour Calès, évidemment, et il n'y a pas plus autoritaire qu'un dieu, donc il faut buter les dieux. C'est un peu ce que dit Bakounine dans ses bouquins. Mais là, c'est pas le cas, et ça marcherait pas en plus avec Calès. Et ça fait vraiment le méchant pour être méchant. Voilà. Le Red Pass est déjà abordé ou pas? Ça me dit rien. Bon, alors c'est après. Voilà. Là où on en est avec Gottschalk, ça s'arrête au retour du Théséus sur Deep Space Nine. C'est que je sais plus s'il aborde déjà la notion de Red Pass ou pas, qui va donner un petit peu d'amplification à la menace. Mais ouais, enfin, c'est léger, quoi. Tuer les dieux pour finalement les remplacer. Alors que c'était pas le message au départ, que c'était juste tuer les dieux, je trouve qu'il y a une petite justification qui se perd, quoi. Ouais. Mais il y a pas mal de trucs que je trouve qui tiennent pas la route, en fait, dedans. Il y a ce que je disais tout à l'heure, que Rémi a loupé, mais tant pis pour lui, il avait qu'à être là. Et il y a aussi le truc ce qui est un peu l'enjeu du recueil, finalement, c'est cette espèce de ville divine endormie, là. Ouais. Qui, une fois que Calais est parti, parce que l'équipage du Thésée a réussi à protéger la bestiole, quand elle se réveille, elle est là, elle dit j'ai lu dans la base de données géante que vous avez, je sais tout de vous, donc je sais où est la Terre, donc je vais détruire la Terre. Si tu sais tout d'eux, tu sais pourquoi ils sont là. Qu'ils ont essayé de te sauver. Ouais. Donc ça n'a aucun sens. Mais voilà. Et ensuite, pourquoi la Terre? Le vaisseau, il y a des Andoriens, il y a des Vulcains, et pourquoi la Terre? Parce que c'est Sisko qui lui parle. Ouais, mais voilà. Cisco, c'est un enfant de prophète, qu'il aille détruire le vortex. Ouais. Mais après, plus le comique avance, plus ses liens avec les prophètes commencent à s'estomper. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Ouais.
Non, mais ça, Ouais, c'était mais c'est cool dans les aussi. bases de données quand même, tu vois. Donc, Mais Ah oui, oui, bien parce sûr. que il y a une vision de la divinité. Alors, je joue actuellement un JDR table qui s'appelle Ambre. Dans Ambre, bon, il y a des divinités, en gros, mais qui ont une intelligence très particulière. C'est-à-dire que ce sont des êtres très intelligents, mais tout de même plus proches de l'animal. C'est-à-dire que tu t'exprimes avec eux au travers des émotions et des images, plutôt qu'au travers des concepts, plutôt qu'au travers de faits. Et peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu retransmettre, hein. C'est-à-dire, elle s'est sentie agressée, elle a regardé, elle a vu terre, tu vois. Non, mais après, je me suis posé la même question aussi. J'ai dit, il n'y a pas que Cisco à bord et Crusher, mais bon. bah, c'est assez intelligent pour pirater et lire l'intégralité d'une base de données. Donc, Ouais. Après, en fait, ça se trouve, elle l'allume, elle a juste rien compris. C'est peut-être pas vraiment lire. Il y a une page, moi, que j'aime beaucoup, justement, dans ce dernier épisode. L'espèce de séquence où Cisco rentre en communion avec cette entité, où on a une splash avec plein de dialogues partout. Ouais. Je trouve que pour représenter une communication avec une entité considérée comme divine, représenter ça en dessin de façon 2D, alors que c'est quelque chose qui est au-delà de notre seuil de compréhension, je trouvais que le boulot était vachement bien fait en termes de storytelling. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé cette composition, cette idée-là, en fait. C'était très, Oui. très, très cool. oui, je suis C'est d'accord dommage que là-dessus. ce ouais. soit toujours la même phrase qui est copiée-collée partout. Un peu. On est d'accord. Il y en a Je me deux suis ou un trois. peu tué les yeux à essayer de lire les parties plus sombres J'ai- du texte. J'avais fait pareil. Mais c'est la même chose, non, qui est... Pas tout, Ah non, mais Ouais, non, ah pas non, tout. il Il y a des moins trucs en que ce que plus. je Ouais. pensais. Mm. Ah tiens, c'est marrant ça. Mais c'est ça qui est un peu galère. Après, ça fait peut-être. Je trouve que ça marche en plus pour abonder dans ce que dit Steve, pour dire du bien quand même. Ça marche en plus le fait que si tu veux vraiment avoir tout le sens, faut essayer de décrypter un peu ce qu'il y a caché derrière. Je trouve que ça colle avec la difficulté de communiquer avec un truc qui est aussi autre. Et donc, ça, en termes de narration et tout, ça fonctionne bien, quoi. Mais après, là, tu vois, pour le coup, on parlait de Dieu. Une de ses fameuses phrases, c'est « You think you can kill me and awake me in pain ». C'est donc, tu penses vraiment que tu peux me tuer puis me réveiller via la douleur. Je peux sentir ta maison au travers de toutes les lumières et je ne serai pas en cage de nouveau. Donc, tu vois, il y a un côté... Elle pense vraiment que c'est Cisco qui l'a réveillée et qu'elle considère que Cisco, c'est l'humanité. Je sais Oui, pas. que c'est aussi Cisco qui l'a servi en tant que ville, s'être servi Et de puis, lui, enfin et puis lui ou elle, cette entité-là, quoi. les dieux sont injustes de manière générale dans les définitions. Quand on parle de religion historique, les dieux, ils font ce qu'ils veulent, et puis si tu leur marches sur un petit orteil, ils sont capables de détruire ton village entier parce que ça leur plaît. Non? Il n'y a pas un petit côté comme ça? Bah, C'est quand même les réduire à nos concepts humains de divinité à l'époque polythéiste. C'est vrai. Mais après, c'est de toute façon, ça a toujours été aussi, malgré tout, la faiblesse de Star Trek, c'est que ça reste écrit par des humains, donc on applique des concepts humains à des choses... à des choses qui n'auraient pas forcément ces mêmes concepts-là. Ça reste la faiblesse de Star Trek. Pourquoi la majorité des entités sont bipèdes, très humanoïdes, etc. Parce que c'est plus facile pour un spectateur de s'identifier. Et c'est voilà. dommage, hein, dans les comic books, ils pourraient partir dans des concepts de fous furieux en termes de chara-design. Après, visuellement, bon, c'est un poulpe de l'espace, c'est un peu le cliché quand tu veux faire un truc bizarre. Mais bon, du coup, c'est pas du tout humanoïde, ça, c'est sûr. Oui. Et Il a la bouche là où j'aurais mis notre... là-dessus, enfin, sur le côté visuel, ça, je trouve que ça marche. Ça fait très même Lovecraftien. Ouais. Oui. Comme, il y a Avec cette beaucoup de bouche verre, pleine de dents, les tentacules, tout ça, ouais. Ce qui vous renvoie voulez au parler concept de Dieu et de vieil ancien, quoi. Ouais, voilà, ouais. Vous voulez parler de Télir? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de choses à... Enfin, le Steve, Vulcain. tu avais l'air de dire qu'il te plaisait pas trop, ce mec. C'est le Pas contraire. très non fan.
Ah si, Ouais, je suis ouais. pas très fan de Télir. En fait, de le côté un peu mystery box qu'on lui donne, quoi. Oui, Ce putain, côté, ça m'a saoulé ça. je cache quelque chose. Oh là là, mon Dieu, j'ai un secret, mais je vous le révèle pas tout de suite. Et le problème, c'est que cette espèce de fil rouge, et je me permets un micro-spoil, à l'heure actuelle, c'est toujours pas révélé. Hein. Donc Ah voilà. ouais, c'est chiant. Et il continue de se regarder dans la glace tous les matins? Non, non, non. Mais le problème, c'est que cette espèce de fil rouge est parfois un petit peu oublié. Bon, normal, il y a aussi l'histoire à faire avancer, mais pendant 3-4 numéros, on t'en reparle plus. Puis d'un seul coup, on va te rappeler que le mec, il cache un truc. Ouais, 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 puis en plus, comme ça, facile. comme en fait ça dit rien, enfin, genre, ça Oui, peut être n'importe quoi. c'est ça. Et du coup, bah, c'est même pas drôle parce que t'as même pas le Non, côté mais enquête où t'essayes de voir des indices et tout. Là, tu interprètes sur quasiment du vide, à part le fait qu'il se répète qu'il est lui-même, mais ça peut être interprété de tellement de façons différentes que. si c'est pour apprendre Voilà. qu'il a pété dans le réacteur de Tilithium et que ça a créé une impureté, on s'en fiche, quoi. Enfin, Après, franchement, la solution la plus évidente, c'est que ça soit un être omnipotent infiltré, voilà, mais bon, quel intérêt, enfin, je sais pas. Oh, mais c'est ça. C'est vraiment, mais ça, c'est un problème plus général, quoi. Le côté mystery box, ouais, moi j'en ai un peu marre des mystery box. J'en avais oui, déjà marre il y a quelques années, donc. on est d'accord. Ouais, c'est en fait, t'as l'impression que même si c'est un secret différent, même s'il est abordé de façon différente, tu dis, oh, encore ce ressort-là, quoi. Le personnage qui cache un truc et qui va nous le cacher pendant des numéros et des numéros. J'avais vraiment envie de ça. Ouais. Je suis en train de chercher parce que Après, là. sinon, le personnage en lui-même, sa place dans l'équipage, tout ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est juste, moi, cet élément mystérieux, je me dis, m'en fous. Mm. Oui, bah c'est. En fait, c'est presque dommage que du coup, un des rares persos qui soit une invention du comics soit là pour faire de la mystery box, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, j'étais content qu'il y ait un perso que je connaisse pas dedans. Ça n'a pas beaucoup, donc voilà. Oui, il y a Sato Mais, ouais, qui est il y a là, ça. mais elle fait pas grand-chose finalement. C'est un peu. Après, je vous avoue que moi, j'ai surtout un faible pour. Enfin, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup Lanzing et Kelly. Hein. Et je suis pas un fan du scénariste de l'autre série, Defiant, justement. Mais j'ai vraiment un faible pour l'équipage du Defiant. Parce que. Parce que c'est que des personnages très ambigus et en fait, ouais, j'aime beaucoup l'autre équipage. Et cet équipage-là est très sympa. Je suis très content de les voir interagir entre eux. Mais je préfère l'autre série. Et pourtant, c'est Christopher Cantwell qui l'écrit. Je suis pas très fan de son écriture généralement. Jusqu'à présent, en tout cas, de ce que j'ai lu de lui, rien ne m'avait plu, sauf là. Oui, je suis en train de feuilleter la preview et je vois. Il y a ne serait-ce que un des personnages qui, moi, me plaît beaucoup. Ouais. Mais c'est assez chaud parce que Defiant, ça a commencé quand? Juste après le numéro 6. Ah oui, du coup, c'est normal que ça arrive Ouais. qu'en novembre. Oui, puisque, en 14 fait, novembre et 21 novembre pour le Red Pass. Pour ouais, la deuxième Defiant partie. se lance véritablement à la fin de ce numéro-là, puisqu'il y a la scission avec Worf. Mm. Ouais, C'est ouais, ça ouais. qui va créer Defiant. Oui, ça tease d'ailleurs complètement le spin-off, quoi. Moi, j'étais pas au courant, mais en lisant le comics, ça se voyait tout de suite qu'il y avait un spin-off sur Worf, quoi. Et les deux séries se répondent vraiment bien. Elles sont en crossover actuellement. Et il y a un truc que j'ai. Enfin, je sais pas si c'est moi, en fait. C'est pour ça j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il y a un truc qui m'a particulièrement plu dans l'écriture. C'est que quand les personnages parlaient, alors ça vient peut-être du fait qu'on les reconnaisse Oui, aussi, mais ouais. je trouve que en termes de façon de parler, Lanzig et Kelly les ont vraiment bien captés et j'entends vraiment les voix des personnages. Ouais. Ça me paraît pas déconnant, en fait. C'est vrai, Oui. je suis d'accord là-dessus. De temps en temps, j'ai perdu un peu Cisco, mais juste de temps en temps. Le reste du temps, j'avais Data qui parlait. Il y a une J'avais scène, Worf. je sais plus, dans une conversation avec qui, mais il y a Ah, deux ça. cases. Mm. Il y a deux cases où on voit juste son visage de profil à Cisco, et après il dit Ha! Et j'ai Ah, vraiment. mais ça, c'est complètement le. C'était Ouais. tellement le jeu de l'acteur, c'était énorme. C'était vraiment. Ça captait, genre. Ouais. Ça marchait super bien. C'est tout bête, mais en termes de mise en scène, c'était vachement réussi, ça, ouais. Il le faisait tout le temps, ce mec. Comment il s'appelle? Je suis en train de chercher. Putain, ça craint.
On est nuls. Bonjour dans Star Trek C'est la pour les chaleur. nuls. Mais L'acteur les de parler Cisco, Ouais, c'est pas Ben Avery ou un truc comme ça? Avery Avery Brooks. Brooks. Avery Brooks, pourquoi Ben? Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Non, Ben. non, mais c'est Oncle Ben. Ça a eu du mal à Pardon. Oh non, Alors, non, Rémi, non, c'est non, limite ça. désolé. Non, il y avait aucun. Je suis vraiment désolé. Non, quelle honte. Aïe, aïe, aïe. Non, pas du tout. Ouais, on a su choper les voix. Et ce qui est cool, quoi, on leur fait pas faire n'importe quoi. Tu vois, je parlais de la série 2009 il y a au début de l'émission, quand je lisais cette ongoing de Star Trek 2009, ben, j'avais pas toujours les voix des acteurs dans la tête. C'est pas évident à attraper. D'ailleurs, Mais- il y a un truc par contre, c'est au niveau de leur capacité, des fois ils craquent un peu. Genre Scotty, je trouve qu'il est complètement abusé. Il y a un moment donné où il dit que. Je l'ai noté, mais alors je le retrouve pas parce que j'ai beaucoup trop de notes. Truc très cool avec Scotty, le temps que tu trouves. Ah non, vas-y. Non, j'ai pas noté le dialogue, mais en gros, il dit un truc du genre, ça viole toutes les lois de la physique et j'en sais quelque chose, j'en ai écrit plus de la moitié. Donc genre, non seulement c'est un ingénieur de génie, mais en plus c'est le plus grand physicien théorique de tous les temps apparemment maintenant. On sait pas pourquoi. Genre que c'est lui qui a écrit les manuels d'ingénierie de Starfleet, en tout cas les premières versions, d'accord, ça c'est très bien, c'est un super ingénieur, et voilà, il est génial, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le côté les lois de la physique, c'est moi aussi qui les ai écrits, faut se calmer 5 minutes, quoi. Ouais. Là, Mais moi, ce que j'aime bien dans leur façon d'écrire, c'est que ce soit dans la façon d'écrire, dans la façon d'écrire les dialogues en tout cas, qui, avec ce côté, ils résonnent de façon, on entend les acteurs, quoi. Ça paraît pas out of character. La façon dont ils font mélanger les personnages, les références qu'ils vont chercher, ce qu'ils avaient écrit également sur Your Five, on sent quand même que les mecs sont des vrais fans de la franchise, quoi, des vrais amoureux de la franchise. Et ça aussi, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans leur écriture, qui n'est pas parfaite, hein, on est bien d'accord. Mais je sens que c'est écrit par des fans, pour des fans. Un peu comme font les frères Tipton. Non, les frères Tipton. Oui, il y a des références qui sont quand même, qui vont chercher assez loin quand même. Bah, l'Empire Ticon, là, bon, il est mal écrit, par contre, il n'y a pas d'apostrophe normalement. Qui vont voir là, ceux qui ont créé l'arme tueuse de Dieu là, que Calais les a forcés à faire. D'ailleurs, c'est pareil, pour moi, ça n'a aucun sens que Calais ait été capable de les forcer à faire ça, mais bon, c'est un truc qu'on voit dans l'épisode de la première apparition des Ferengi dans la saison 1 de TNG. C'est Last Outpost. Ils arrivent sur une planète qui était une ancienne planète de l'Empire Ticon. Toi, t'as pas regardé mes lives Twitch, hein. Il sert de base pour le jeu vidéo Star Trek Résurgence. Ah d'accord. Oui. Tu t'en rappelles, Rémi, du coup. Je t'ai dit, de toute façon, j'ai regardé 10 minutes et puis j'ai arrêté parce que j'ai pas le temps. Comment ça, je suis un mauvais animateur, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça, t'es nul. Non, deux choses. Une première concernant Scotty. Scotty n'est jamais dessiné en même temps que d'autres personnages sur une case. Il est toujours tout seul dans son coin. Penses-tu que c'était un holo? Écoute, bon, t'as lu la suite, tu nous aurais dit je tease ou un truc comme ça. Non, j'aurais gardé l'info. Purement, j'aurais gardé l'info. Ouais, je sais pas, je trouve ça souvent dans les séries, hein, t'as l'ingénieur qui est dans son ingénierie, qui fait son truc de son côté et tout le reste de l'équipage important est sur le pont. Mais là, c'était tellement appuyé, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que c'est un holo? Est-ce qu'il est dans une salle très particulière où il n'y a que lui qui peut être? Est-ce que enfin voilà, bon. Bref, mais bon. Je répondrai pas à ça. Je ne te dirai rien. Je ne vous dirai rien.
Un petit côté fun que j'aurais aimé être un peu plus développé, c'est le duo Jake Sisko et Telir. Là, je suis sur une page. Tu vois, tu parlais des Gardiens de la Galaxie, ça me rappelle un peu le la nouvelle, enfin la nouvelle mouture. Maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, quand ils ont formé la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, l'équipe actuelle. Il y avait pas mal de pages comme ça où ça courait dans un sens et tu avais 5 ou 6 cases où il se passait une action par case et c'était toujours un peu what the fuck. Et là, on a Jake Sisko et Telir qui sont en train de courir j'allais dire dans l'Enterprise, dans le Théséus. Et à chaque pont, en fait, il y a un pont qui est complètement sous l'eau. Ils sont en train de se battre contre une pieuvre. Il y a un pont où on ne sait pas pourquoi ils se retrouvent en costume de bal en train de danser ensemble et ils doivent danser apparemment pour traverser le pont. Il y en a un autre où ils sont au milieu ils traversent les accords organiens de paix avec les Klingons. Ça m'a saoulé, ça. Ah d'accord. Mais c'est rigolo, tu vois, c'est l'espèce Non, d'une alors, case. le Il y en a même où ils découpage, sont en train de se battre contre les mousquetaires, tu vois, c'est oui. super drôle. Le Moi, j'aime découpage et bien la ça. dynamique étaient cool, mais en fait, ce qui m'a sorti du truc, c'est ça. C'est le truc du ah bah tiens, regardez, on a mis Kirk, on a mis Kor et un Organien dans un coin là. Regardez, c'est cool. Ça te rappelle quand t'as vu les Organiens et Kirk dans Star Trek, c'était bien, hein. Et moi, ça m'a complètement sorti du truc. Il n'y aurait pas eu ça, je pense qu'effectivement, j'aurais été totalement d'accord avec toi. La dynamique était cool. Ce que j'ai trouvé dommage aussi quand même, c'était que bah, tout ça finalement, c'était juste Q qui faisait le con, puis après il dit 2-3 trucs et il se barre. Bon, ok. Bah, Si, c'était ça servait à rigolo. caser une ref sur le fait que Cisco lui a mis un coup de poing, donc on l'écrit dans le texte et puis après on lui fait lui remettre un coup de poing. Enfin, Ouais. Ça, c'est dommage de lui avoir fait remettre le coup de poing. C'est un petit peu dommage. Bon, bref, voilà, c'est pas non plus. On a quand même pas mal bitché. On a dit que c'était pas mal, et en bon, fait, alors on arrête attends, pas je vais dire du bien. de dire du mal. Non, mais Je vais dire du bien. justement, Steve, il défend bien il y le a- comique. Hein. mais quand c'est un truc que tu apprécies, quand c'est un truc, tu vois, je veux dire, que tu attends, on va dire, un peu au tournant, parce que ça reste un comic Star Trek, tu vois. On a quand même envie d'aller lire ça. C'est comme la franchise qui nous anime, quoi. Bah, t'es un peu plus exigeant aussi. Moi, je trouve ça logique. C'est pas, Après, il y pour a moi, c'est peut-être pas du aussi- bashing gratos, quoi. Il y a peut-être aussi l'effet Aliens, parce que du coup, les derniers comics Star Trek Ah oui. que j'ai lus, c'est On ceux-là, avait dit moi. qu'on en parlerait. Et c'était du. Enfin, de toute façon, il faut écouter l'émission qu'on a fait là-dessus. Moi, j'étais dithyrambique sur ces comics, ils étaient absolument géniaux. Actuellement, là, de Et- tout ce que j'ai lu récemment, c'est ce qu'il y a eu de mieux. Et comme c'est ceux que j'ai lus juste avant, ça fait un gros contraste parce que c'est complètement la philosophie inverse en termes de choix de quoi montrer, quoi faire, etc. Donc c'est sûr que ouais. Mais si, alors j'ai un truc que j'ai noté que j'ai particulièrement aimé. C'est quand ils arrivent face à l'espèce de ville dieu poulpe là, et qui commence vieux à scanner, spaghetti. le truc et à voir comment c'est. Je retrouve plus où j'ai noté ça, bon, c'est pas grave. Il y a on voit les personnages qui s'émerveillent devant ça. Ils voient un truc qui est incroyable et on les voit s'émerveiller devant ça. Et je trouve que c'est un truc qui est typique des bons Star Trek. C'est un peu en anglais, ils appellent ça le sense of wonder. C'est vraiment le sens de l'émerveillement. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on a un phénomène biologique, physique, etc., qui est complètement étrange et qui nous dépasse. Et on s'émerveille devant ça. Et on le fait à la fois à côté des personnages, en fait. On le fait avec eux. Et il y a un peu ce côté aussi de voilà la curiosité scientifique, le truc. Et j'ai trouvé que tel que c'était mis en scène, ça fonctionnait super bien. On l'avait eu aussi avec les entités hein, cristallines. Quand on les voit, Beverly, elle dit un truc comme quoi c'est magnifique, c'est incroyable. Mais ça me l'a moins je suis fait. d'accord. C'était peut-être moins appuyé par la mise en scène, je sais Oui, pas. bon. Mais j'ai trouvé que sur la station spatiale vivante, là, la mise en scène était bien là-dessus. Elle faisait vraiment. Elle marchait, quoi. Voilà. Quand tu parlais des comics aliens, tu parles de ceux qui sont sortis chez Panini là récemment, l'omnibus Alien.
Ah non, C'était de non, ça non, dont non. vous parliez? Non. Oh putain, j'étais là. Quoi? Non, non. IDW a publié il y a 6 mois, peut-être, un TPB Ah oui, la série qu'ils ont Star appelé Trek Aliens, ok. Aliens. Je Voilà. ne savais pas de quelle série on parlait, c'est pour ça Oui, que oui. je Il y a je Oui, croisais pardon. pas. trois histoires en Oui, 3 ou 4 issues chacune, je vois ce que c'est. Ouais. qui est super cool. Vraiment super Mm. cool. Et ça a marqué le renouveau de Star Trek pour les nuls également, hein, Aliens. C'était une de nos premières réémissions. C'était génial de dire beaucoup de bien d'un nouveau Star Trek. Ouais, ça faisait du bien, c'était cool, on a passé une bonne soirée. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, il y a un truc intéressant que tu as noté, Rémi, c'est qu'il y a une continuité entre les deux. Oui. Je me souviens plus, hein, mais Tu pourquoi te je souviens l'ai dit. plus En plus, on en a parlé Non, aujourd'hui c'est par parce que message. quand ils vont sur Chronos pour voir le clone de Calès, pour Ah lui demander oui, de l'aide, oui. en fait, ils passent le palais de Calès, il est construit sur les bords du volcan qu'on voit dans le comic Klingon qui est dans le recueil Star Trek Aliens. Avec ce fameux. Avec les trois espèces de villes qui sont séparées par le cratère du volcan et qui sont reliées par le logo de l'Empire Klingon. Voilà, un des trucs qu'on avait trouvé nul dans Aliens. C'était le seul truc sur lequel on était là, mais ça n'a pas de sens de faire un pont dans ça. Enfin, bon, bref. Ouais, mais au moins ils utilisent le matériel source, tu vois, ils utilisent leurs Voilà. références. Et Oui, du coup, c'est intéressant parce que finalement, de la continuité entre les séries de comics qui sont pas concomitantes, enfin, c'est quand même relativement rare dans Star Trek, j'ai l'impression. Et du coup, c'était pas mal parce que pour le coup, oui. c'est une référence, mais c'est pas une référence nostalgique, c'est Oui. une référence à un truc d'il y a pas longtemps, quoi. Mais je crois pas que c'était eux qui l'avaient écrit en plus. Hein. Mm. Faudrait que j'aille qu'on le vérifie. Ouais, j'ai pas pensé à regarder ça. Voilà, non, alors ne croyez pas ce qu'on vient de dire, hein, c'était vraiment cool quand même à lire. Data en capitaine, parce qu'à un moment Cisco il s'en va, et du coup Data redevient capitaine, on l'avait vu 1 ou 2 fois dans TNG, être capitaine en temps de crise, et là à nouveau il est capitaine en temps de crise, et c'est plutôt cool, c'est assez Moi, sympa. je suis d'accord avec Cisco. Cisco dit que Data fera un très bon capitaine. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Après, je parlais de. Je Ça vais rigole, revenir. qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais je suis d'accord et si vous avez aimé ça, vous allez aimer la suite. Hein. Ah bon, d'accord, très bien. D'accord. Ok. Et Worf on va en peut-être capitaine, le parce que terminer voilà, il se passe qu'à un moment, combat contre Calès, on a sur le vaisseau de Calès Alexander, le fils de Worf, qui combat dans le camp ennemi. Et Worf, Cisco ordonne l'exécution de je ne sais quelle attaque qui risque de détruire le vaisseau Klingon. Et Worf, il est là, non, mais non, s'il vous plaît, tuez pas mon fils, quoi. Soudain, il se rappelle qu'il aime son fils. Alors Non, ça, c'est il se méchant. rappelle. Non, je crois qu'il a un flash, il se dit peut-être qu'un jour il l'aimera. Mais voilà, et Worf pète un câble, il se dispute avec Cisco, et surprenamment, parce que là, au moment où Worf part, Cisco a gardé son ordre on détruit le vaisseau. Worf s'en va. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, oula, il va débarquer en ingénierie, il va tout péter pour empêcher d'exploser, ou il va monter dans une navette pour se mettre entre les deux vaisseaux, il va faire un truc. Eh bien non, Worf s'en va juste. Heureusement, un petit coup de théâtre, et finalement, Cisco ne donne pas l'ordre, il donne un autre ordre différent. Et donc, le vaisseau de Calès n'est pas détruit, Alexander est vivant, ce qui est le démarrage du teasing de la série Défiant. Mais... moi, sur le coup, je me suis dit, mais là, petite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben non, en fait, ça fait un petit effet pétard mouillé. D'ailleurs, je l'avais pas relevé, mais ça pose quand même un petit problème du coup, parce que pourquoi Worf va pas tout péter en ingénierie Ouais, alors qu'il Worf, sait parce que lui, il est pas au courant que Cisco a changé d'avis. il Donc, dit, Cisco, Worf dit, ça tuera mon fils. Cisco répond, dans ce cas, vous êtes relevé de vos fonctions et vous get the hell off my bridge. Donc dégage de ma passerelle. Il répond gladly, avec plaisir, et il s'en va. Mais peut-être que le temps qu'il aille chercher, parce que du coup il vole une navette et disparaît, ça on le reprend un peu plus tard, le temps qu'il atteigne le pont du hangar à navette, peut-être qu'il a entendu les nouveaux ordres. Oui, puis Worf
Worf fait tout un argumentaire avant en lui disant que il est en train de faire une erreur. Il n'y a pas Oui. qu'en plus le fait de... Il Oui, n'y a pas oui, que non. tuer son fils. C'est que Mm. là, ça va remettre la guerre. Enfin, c'est vraiment déclarer la guerre à nouveau à l'Empire Klingon, quoi. Ce qui est logique, ce qui est bien, hein, Worf à ce moment-là, ultra. Mais C'est Worf Worf, est quoi. ambassadeur maintenant, donc il a aussi appris les arcanes de la politique, Il malgré a tout, cette même si ça ne lui intelligence. plaît pas. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Mais Non, Ah, non, on est puis loin ça. du Worf qui dit lever les boucliers et tirer les torpilles. Hein. Oui, alors ça, c'est j'ai trouvé ça marrant par contre pour le coup, parce que ça y fait un peu référence finalement. Parce que Mm. d'habitude, c'est tout le temps lui qui veut détruire ce qu'il y a en face, et puis Le là, pour va-t-en-guerre, une fois ouais. que le capitaine veut le faire, lui, c'est lui qui est pas d'accord. ça, C'était ça surtout fait dans partie. TNG, ça, mais... Ça fait partie des choses que j'ai aimées en fait, c'est que les personnages ont évolué quand même, ils ont grandi, Ouais, ils ont c'est clairement. mûri, et c'est exactement ce que j'attends en fait. De même que, parce que là, avec le coup d'Alexander, on commence à toucher le fait que Calès, peu à peu, séduit de plus en plus les Klingons à rejoindre sa faction, Ouais. le Red Path, qui sera l'enjeu de tout le deuxième arc et de la suite. Et ça pose des véritables problèmes de conflits internes chez les Klingons. Alors, un des gros défauts, c'est que je me dis, c'est encore le bordel chez les Klingons, ça me fait chier. Ah, bah On pourrait c'est pas... toujours le bordel chez les Klingons. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose? Non, c'est ça, c'était que ça laissait espérer que sous l'impulsion du chancelier Martok, les choses allaient s'améliorer, quoi. Puis en fait, bah non, c'est encore plus le bordel Bah, qu'avant. après, de toute façon, du moment où tu as une figure religieuse aussi puissante que Calès, ça pouvait pas être bien. Moi, j'étais très déçu de la fin de l'épisode du retour de Calès, où je m'étais dit ça va partir en guerre civile et ça va être super, super important et intéressant. Et en fait, ils en font rien dans la série TNG. Ils en parlent 2-3 fois. Je crois qu'on le voit que cet épisode, il revient pas. Non, on le revoit pas après, non. Voilà. Et du coup, moi, je trouve Mais ça il y a des cool. Et références puis, par contre, et globalement, on comprend que tout le monde a à peu près deviné que c'était un clone, ouais, tout le et monde donc s'en fout il un a peu. pas tellement d'influence. Mais dans l'épisode de DS9 où ils vont chercher le Batlet de Calès, il y a quand même un peu l'enjeu au départ, avant qu'ils commencent tous à devenir des Gollum, euh, il y a un peu l'enjeu de voilà, je vais être celui qui ramènera son Batlet à Calès, parce que enfin, ça lui donnera une légitimité qu'il n'avait pas vraiment avant. Ouais. Voilà. Mais tu vois, et ça, pour le coup, dès son apparition, on nous explique que Martok, je sais plus qui c'est le chancelier à ce moment-là, il a de moins en moins de pouvoir et que dans l'ombre, les autres se ramassent autour de Calès. Et ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Il le touche un peu ça dans l'épisode 2. On en entend parler justement quand Sisko va rejoindre Worf et qu'il s'infiltre chez les Klingons, etc. On comprend que de plus en plus, Calès est... il a un côté complexe du Messie, quoi. De par sa nature de clone, je suis revenu, je suis toujours le même que ce que j'ai été, et il y a un peu ce complexe du Messie, et que peu à peu, il bouffe le pouvoir du Haut Conseil. C'est légèrement touché, ce sera beaucoup plus exploré dans le deuxième arc et le crossover qui est en cours en ce moment. Ils ont posé les bases. Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'exploitent pas assez, à mon avis, sur ce premier arc, mais ils s'en servent par la suite, ce sera pas oublié. Donc si ça peut vous rassurer au moins de ce côté-là. Oui, non, là-dessus, moi, oui, ça m'inquiétait pas trop que... Oui. Si vous avez fini là-dessus... Si, tiens, tant qu'on parle des Klingons, je ne voulais pas parler de ça au départ, mais tant qu'on parle des Klingons, je vais renouer avec une vieille tradition des émissions de comics Star Trek pour les nuls. Je vais parler de la langue Klingon. Ils ont fait un truc que je trouve très très bien, c'est que la grande majorité du temps, quand les Klingons parlent Klingon, c'est écrit en anglais, avec un petit effet, une petite couleur rouge, et un petit astérix qui serait peut-être pas nécessaire de répéter à chaque fois, mais bon, qui est là pour dire que c'est dit en Klingon. Je pense qu'il le répète à chaque fois, tout simplement parce qu'en réalité, c'est un changement d'épisode. Oui. Dans les... En fait, c'est un changement de single. Alors, dans le TPB, vous vous en rendez moins compte, mais pour les singles, à chaque fois, il le répète. Ouais. Et je trouve que c'est un bon moyen de ne pas se planter quand tu veux faire parler tes Klingons en Klingon. Et justement, il y a 2 fois où des phrases en Klingon sont dites.
Et ben, je vais en parler. Voilà. Quand ils sont sur la planète des ingénieurs qui ont amélioré le vaisseau de Calès, là, il y a Worf qui est face à une flotte de vaisseaux. Et il y a un petit échange au communicateur de menaces. Et puis, en gros, il se fout de la gueule du capitaine de la flotte, enfin, comment on dit, du fleet commander, là, pour, en lui disant que, en gros, le travail qu'on lui a confié, c'est un travail pour enfants. Enfin, il traite de gamin, quoi. Et donc, il dit Get mer Pook. Et voilà, donc je pense que c'est ce qu'ils ont. Enfin voilà, ils ont. C'est traduit dans l'encart, c'est traduit par Job for Children, donc jeu Ouais. pour enfants. Enfin non, pas jeu, pardon, métier pour enfants, travail pour enfants. Je pense que ce qu'ils ont voulu traduire, c'est jeu d'imitation. Vous savez, quand les enfants jouent aux adultes, quoi. Et en fait, je pense qu'ils ont juste regardé dans le dictionnaire, ils n'ont pas regardé quel était le rôle grammatical des mots. Ils ont pris les trucs et ils ont fait des fautes de frappe. Parce que du coup, il y a get tout seul, ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Par contre, il y a le mot crête, et crête veut dire imitation. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça que je me dis ça. Par contre, au milieu, je sais pourquoi ils ont pris ce mot, mais mer, ça veut dire passerelle. Donc là, en gros, ça veut dire passerelle enfant, plus un mot qui veut rien dire. C'est bien. Sauf que mer, c'est aussi un suffixe de verbe qui peut se traduire par pour, mais pas dans ce sens-là. Mer, ça désigne un objectif, un but. Ah, Voilà. du coup, pour les enfants, ok. Donc en fait, il n'y a que Pouk qui est le mot adapté, parce que Pouk, ça veut bien dire enfant. Parce que là, en fait, tu mets là, si tu le mets tel qu'il est, il veut dire passerelle, mer. Donc voilà. Et en fait, pour traduire jeu pour enfants, c'est dommage, parce qu'en fait, il y a juste 2 syllabes. On utilise ce qu'on appelle une construction binominale, et ça donne Pouk-ko. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait mettre. Mais bon, ils l'ont pas mis. Alors ça a été très amusant parce que j'en ai parlé sur le groupe où je suis d'apprentissage du Klingon. Et ça a été la foire aux théories sur ce qu'ils ont essayé de faire. Donc tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur le truc. Mais... Ah si, pardon, j'ai dit get, ça voulait rien dire, c'est pas vrai. Ça veut dire jogging. Faire du jogging. Voilà. J'ai l'impression, Donc, vu comment tu l'expliques, qu'ils auraient foutu juste ça dans un traducteur basique et qui a traduit du mot à mot vaguement, sans trop réfléchir, quoi. eh ben, alors, tu sais quoi, j'ai essayé de taper Job for Children dans Bing Traduction. Mm. Et ça m'a juste mis Pouk. Ça m'a juste mis enfant. Donc, ils auraient pas eu mieux, mais je pense vraiment ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas regardé le sens des mots. Enfin, ils n'ont pas regardé à quoi sert le mot, quel est le rôle du mot, et notamment pour les suffixes, c'est même pas des mots, quoi. C'est des trucs que tu colles à la fin d'un mot. Mais ils sont référencés dans le dictionnaire et ils n'ont pas cherché à comprendre ce que c'était, à quoi ça servait dans la phrase. Ils ont dit tiens, on le met comme ça, on fait de l'anglais et puis on met les mots, le premier mot qu'on trouve dans le dico, on le met là, quoi. Et je pense que c'est je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il y avait une théorie aussi, c'est que get, comme ça veut dire to jog, donc faire courir, quoi. Ils ont mal lu et ils ont cru que ça voulait dire job, parce qu'ils ont confondu le G avec un B. C'est une théorie que quelqu'un d'autre a donnée, mais bon, voilà. Le B et le G sont pas loin sur le clavier, ils sont peut-être plantés en faisant de la trad. Hein. Ah, ouais, je sais pas. Oui, parce que ça se trouve, c'est passé par des emails envoyés à d'autres personnes. Enfin, bon. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir contacté des gens qui parlent vraiment la langue. Enfin, tu leur envoies un mail. En tant que scénariste, je pense que tu peux faire le boulot jusqu'au bout. Surtout que tu as le Klingon Language Institute, qui est quand même assez connu aux États-Unis, ne serait-ce que pour son existence, et qui sont, je veux dire, voilà, ils ont un site internet, tu peux les contacter, c'est pas... effectivement, ça paraît pas insurmontable. Mais sinon, ils auraient pu tout simplement écrire Job for Children en rouge, et puis une petite étoile, et puis en Klingon, et puis voilà.
ça aurait fait le même effet, quoi. En Klingon dans le texte. Ouais, voilà. Enfin bon. Et après, il y a un autre endroit. Alors, c'est pas une phrase qui a une phrase de dialogue, mais c'est le nom du vaisseau de Calais, Mhm. qui est dit à un moment donné. Donc, il appelle Couve Vos Calais. Alors déjà, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont écrit Calais dans sa version, comment on va dire ça, fédérationnisée, parce qu'en fait, Calais, tel que nous on a l'habitude de l'écrire, K-A-H-L-E-2-S, c'est pas comme ça que les Klingons l'écrivent en fait, même en Klingon romanisé. C'est une version voilà, anglicisée quoi, du terme. Comme pour Batlet, qui s'écrit pas comme ça en Klingon, mais qui est une version anglicisée, quoi. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de dire l'honneur de Calais. Parce que Couve, ça veut dire honneur. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Vaux, c'est un suffixe de nom qui veut dire pour. Sauf que là, ils l'ont mis en tant que préfixe en fait. Il est collé à Calais. Mais avant. Alors moi je pense qu'ils ont voulu faire des mots séparés puis qu'ils l'ont collé par erreur, c'est un peu ma théorie. Parce que veau, tout seul en tant que mot, ça veut dire propulser. Donc si tu veux, si tu traduis Ah, ce le qu'ils ont truc écrit, qui propulse. Ouais. si tu traduis ce qu'ils ont écrit littéralement, ça veut dire propulse Calais honneur. Ouais. Non, mais tu vois le sens. Ils ont dû vouloir se dire. Ouais. Et non, je pense que veau, ils ont vu le suffixe et ils n'ont pas vu le mot en fait. Le suffixe devait être avant dans le dico et ils ont pris ça quoi. Parce que voilà. Et et en fait, c'est tout simple. C'est là aussi, c'est une construction binominale qu'il faut faire. Donc c'est deux mots. Tu dis Keilish Couve, honneur de Calais. C'est tout simple en fait. Ils sont allés chercher compliqué, mais sauf que comme ils ont jamais ouvert, je pense, la section grammaire du dictionnaire, ils savent pas que la construction binominale existe. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est la même construction dont ils avaient besoin pour la seule autre phrase qui est en plein gros. C'est exactement la même construction grammaticale. Donc, et c'est en plus, elle est vraiment toute simple, quoi. C'est vraiment, tu mets deux noms côte à côte et oui, ça et en veut dire plus. que le nom qui est à droite Et oui, voilà, ils a une ont. appartenance par rapport au nom qui est à gauche. Ouais. Mais en plus, ils se sont complexifiés la tâche aussi parce que ce sont des Américains. Donc, l'honneur de Calais, Mais c'est Calais Honor. Donc, même pour eux, c'était plus facile de comprendre, à comprendre. Oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. Mais oui. Ils ont fait un Yoda inversé, quoi. Ouais. j'ai l'impression que la construction dont tu parlais, ça fait un peu comme une construction en allemand, en fait, où tu colles deux mots assez facilement et tu comprends, vu la place, de quoi il est fait référence, quoi. Oui, il y a des similarités. D'ailleurs, je pense que. Alors, c'est très différent de l'allemand, le Klingon, mais Oui, effectivement, oui, bien. il y a des constructions qui sont qu'on peut retrouver. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont assez bons en Klingon. Je pense aussi en termes de Déjà dur de prononciation. maîtriser Oui, l'allemand. en termes de timbre de voix et tout ça, Ouais, oui. le De côté musicalité un de la peu, langue, oui. ouais, un peu dur, quand un peu guttural. Ouais. Voilà, c'était le petit point Klingon. Hyper intéressant en tout cas. Alors déjà, je tiens à présenter mes excuses. Le fameux natif américain est une native américaine. Je n'ai toujours pas trouvé son nom, par contre, mais je l'ai trouvé dans la BD et Bon, ça doit être la fille de Chakotay. qui est persona non grata maintenant, de chaque côté. Et petite blague en passant, tout à l'heure, tu parlais de complexe du Messie concernant Calais. J'ai pas eu le temps de la glisser, mais voilà, on va bientôt découvrir qu'il a une fille qui s'appelle Hop, hein, et voilà. Mais ça y a complexe de X-Men. Ouais, ouais. J'ai voulu la placer, mais j'ai pas réussi. D'autres choses à dire là-dessus? Moi, j'ai encore un truc, mais peut-être si Steven a des trucs à dire avant, peut-être. Non, je t'en prie, vas-y Thierry. Ok. Non, mais j'en ai parlé au début, je parlais de l'œil qui n'avait aucun sens.
Ah oui, c'est vrai. J'aimerais Je voulais développer retrouver. un peu ce truc-là. Au départ, vu que j'avais pas encore lu la suite, euh, je me disais, il y a peut-être un sens par rapport aux personnages qui apparaissent dans l'histoire, mais en tout cas sur sur le recueil là, c'est pas le cas. Donc euh, déjà le choix des trucs, il y a un truc qui est bizarre, c'est que tous les visages ils sont équidistants, sauf Spock qui est inséré là bizarrement entre Kirk et Picard et qui est un peu derrière Kirk et qui brise complètement la symétrie centrale qu'il y avait Ouais, avec la l'œil. dynamique. Hein. Donc ça c'est un peu étrange, on dirait qu'il a été rajouté au dernier moment. Ah non, zut, on n'a pas mis Spock, faut le coincer là où on peut. Voilà. Et ce qui est très bizarre, c'est le choix des personnages. Parce que Ça n'a pas de sens. Des fois, t'as un capitaine, des ouais, fois, t'as c'est ça. Alors au départ, je me suis dit bon, alors c'est peut-être les officiers en second. Bah non, parce que il y a du coup, Torres. Sato c'est pas un officier en second, Milana Torres non plus. Après, je me suis dit bah c'est peut-être l'alien de l'équipage qu'il y a avec le capitaine. Bah Data c'est pas un alien, Oshisato c'est pas une alien. Enfin, du coup ça marche pas non plus. Et Michael ça, Burnham non plus, c'est pas un alien. voilà. Et après, il y a encore pire, c'est que du coup, il y a une espèce il y a des vaisseaux qui sont plus ou moins en face des personnages, donc les vaisseaux sont dans le blanc de l'œil et les personnages sont dans la pupille, sauf que ça correspond pas du tout. C'est-à-dire que tu as l'Enterprise qui est en face de Michael Burnham, Ouais, après, ça ouais. correspond à l'Enterprise D qui est en face de Data, tu as l'Enterprise E qui est plus ou moins en face de Worf, mais Worf il est aussi un peu entre l'Enterprise E et le Defiant, ce qui peut marcher parce que le Defiant, Worf était capitaine, enfin acting captain dessus, et il a été présent sur l'Enterprise E, donc pourquoi pas. Mais après, tu as l'USS Voyager qui est pile en face de Cisco. Pourquoi? C'est quoi le plan? Parce qu'il y a Janeway qui est juste en dessous, mais bon, Ouais, voilà après, quoi. t'as Janeway et B'Elanna qui sont là. Pourquoi elle? Enfin, Janeway, je comprends, mais pourquoi B'Elanna, je sais pas. Après, t'as Cochrane qui est là. D'un coup. Il n'y a, y a pas le Phoenix, nulle part. Donc il n'y a même pas son vaisseau qui correspond, donc tu sais pas ce qu'il fout là, même si voilà, c'est un personnage important, mais est-ce que c'est vraiment une raison? Et après, tu as le NX-01 qui est en face d'Archer, ça c'est très bien. Et après, tu as l'USS Discovery qui est en face de Oshisato. Pourquoi? Mais attends. Ah, mais non, si, ça, ils ont annoncé la fin Pourquoi pas en de face de Discovery. Michael Burnham? Et après, tu as le Shenzhou qui est en face de Georgiou. Là, ça marche. C'est trop bizarre. Donc après, je me suis dit, ok, peut-être qu'il n'y est pas censé y avoir de lien entre les vaisseaux et les personnages. À ce moment-là, il a peut-être fallu, je sais pas, présenter les choses autrement. Et après, bah ouais, les choix des personnages, quoi. Alors, à moins qu'ils apparaissent tous dans la suite, pour l'instant, de ceux qu'on voit là et qui apparaissent dans ceux qu'on a lus, il y a Kirk, Picard, Data, Worf et Cisco. Ça fait même pas la moitié des personnages qui sont montrés. Et déjà, on voit B'Elanna. Pourquoi vous avez pas mis Tom Paris? À ce moment-là, il apparaît dans la suite, ça aurait teasé le truc. Et du coup, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cet œil. C'est très joli, mais ça n'a aucun sens. C'est Je peux pas complètement répondre à tout. Je peux pas répondre à tout. Ah, mais tu peux répondre à des trucs. Ouais. Ah, D'accord. donc ils vont apparaître. Hein. Certains personnages, oui. D'accord. Ok. Bon, C'est peut-être une feuille de route à long terme. Alors, si c'est ça, ça me va. Pas sûr. D'accord. Est-ce qu'on verra Je aussi pense ça juste que sur le mec l'USS s'est fait Discovery? plaisir. Je pense juste que le mec s'est fait plaisir. Oui. Oui. On va voir passer le Discovery, comme beaucoup d'autres vaisseaux, dans un annual. Ah oui, bon, ça compte pas. Moi, je l'ai détesté, mais après, d'autres l'ont aimé. Moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que c'était le plus mauvais épisode, mais après, c'était Ouais. pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui l'ont bien aimé. Moi, j'aime pas. Mais après, je vous avoue que moi, ce prologue, je l'avais même pas lu. Hein. D'accord. Disons que c'est un petit peu le défaut, je trouve, c'est que le prologue est là pour teaser la série et qui te montre cette image qui donne l'impression qu'il y a plein d'indices sur la série et j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu aléatoire et il y aurait eu genre juste les capitaines euh, et leurs vaisseaux respectifs qui étaient alignés, ça aurait été plus basique mais au moins ça aurait été logique, tu vois.
Alors que là, ils ont mis des personnages, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas ce qu'ils font là, tu sais pas pourquoi ils sont en face de tel vaisseau qui correspond pas à eux. Enfin, je trouve ça très bizarre. Et ça rejoint un peu un défaut peut-être plus général dans les comics, mais pas que Star Trek. Hein. C'est un truc que je trouve beaucoup dans les BD américaines. C'est qu'il y a des choix de mise en scène qui sont vachement originaux, mais qui n'ont aucun sens. Et ça arrive super souvent. J'ai lu il y a pas longtemps, comment il s'appelle Spider-Geddon. Et il y a une case où tu vois deux Spider-Man qui sortent, qui sont en train de swinger, là, d'aller entre les immeubles. Et il y a une case où en fait la case est en espèce de pseudo 3D, c'est-à-dire elle est en biais, quoi, elle n'est pas en face. Et il y a les personnages qui sortent vraiment de la case et ça donne l'impression qu'ils sortent comme s'ils sortaient d'une fenêtre, mais c'est la case avec la ville. Et en fait, j'ai trouvé ça super dommage parce que c'est une histoire de multivers. Ils auraient pu utiliser cette mise en scène-là pour montrer qu'ils sortaient de l'univers, qu'ils allaient dans un autre univers, ou peu importe. Mais non, là, la case d'après, ils continuent à donner des coups à envoyer leur toile dans la ville et à se balader, quoi. Et du coup, t'as une idée de mise en scène qui est géniale, mais ils l'utilisent pour rien. Et je trouve que Le fun pour le fun. ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est un Non, peu... il y a beaucoup cette façon de mettre en scène avec des poses iconiques, des pages iconiques. D'une, parce que c'est joli. Deux, parce que aussi certains des artistes vont pouvoir vendre leurs planches derrière et leur faire un revenu supplémentaire. C'est vrai, c'est vrai. Bien. Bah, je crois qu'on a tout dit, sauf si Steve, tu veux rajouter quelque chose sur Godshock. Bah, tu dire qu'il n'a été dit. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est mon petit bonbon chaque mois. Ma petite dose de Star Trek, à défaut d'avoir des doses hebdo à la télé. J'ai au moins ça. Cool. Et ça me fait plaisir parce que actuellement, malheureusement, c'est un univers que j'ai un peu abandonné parce que je me retrouve pas. En fait, voilà, ça ne me correspond plus ce qui est montré. J'apprécie toujours autant l'univers, j'apprécie toujours autant ce qui a été fait. Ce qui est fait actuellement n'est plus pour moi. C'est pas grave, j'irai chercher mon plaisir ailleurs. Et bah là, ça me donne ma petite dose de Star Trek, ma petite dose de plaisir. Tout n'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais le positif l'emporte largement sur le négatif. Et puis comme j'ai dit, j'ai le sentiment que l'univers avance. Et c'est tout ce que je demande en fait. Même si c'est pas canon, même si ce sera repris nulle part ailleurs, au moins j'ai l'impression quand même qu'ils essayent de faire quelque chose, de faire bouger les cartes. Et comme je vous dis, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises en termes de force en présence qui vont bouger. Ils font quelque chose. Ça en déplaira sûrement à certains, ça plaira à d'autres. Moi, je suis dans le camp où ça plaît. Enfin, de toute façon, la série s'appelle Star Trek, quoi. C'est bien qu'ils ont dit, c'est le pilier central de l'univers, j'allais dire Facebook, n'importe quoi, comic book. C'est quand même, il lui accorde une importance forte, je pense. Ouais. On verra, je sais pas si on a beaucoup de choses à dire sur le deuxième tome, on te rappellera, voilà, mais plus probable pour Défiant, parce que moi j'ai bien envie de continuer, on verra. Les deux séries se lisent vraiment en parallèle, et d'autant plus avec le crossover qui va arriver, quoi. Ouais, bon, ça marche. On verra, on se recontacte à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Thierry pour cette émission. À très bientôt. Avec plaisir, comme toujours. À la semaine prochaine. Et merci beaucoup Steve. À très bientôt. Avec plaisir. Ciao. Là.